Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau concept que j'ai voulu développer. Parce que oui, c'est bien de parler d'histoire, mais il y a quelque chose qui en fait partie, et c'est l'histoire de l'art. Et comme j'étudie cela depuis 3 ans, et de manière plus approfondie pour mes études depuis cette année, je me disais qu'il serait bien de vous faire un peu part de ce domaine. Et donc je le dis tout de suite, ce sera totalement subjectif. Comme d'hab quoi. Et moi alors ? Ah toi tu te casses. Et oui, on revient aux bases, ce ne sera que de la voix off, car c'est quand même plus pratique pour parler d'art. Tout simplement. Donc quel est le concept ? Eh bien tout simplement de vous réconcilier avec l'art, car c'est connu, l'art c'est pour les intellectuels, et ne parlons pas de l'art contemporain qui est de la véritable branlette intellectuelle. Oui, beaucoup s'insurgent en disant mais oui mais non. Quand je vois ça, je suis désolée, je ne peux penser à autre chose, et j'avoue que je comprends tout à fait les gens qui n'aiment pas l'art contemporain, même s'il y a de très belles œuvres contemporaines. Malheureusement c'est pas la majorité. Bref, nous nous questionnerons là-dessus plus tard. Ce que je veux avec cette émission, c'est vous présenter l'art dans des grandes lignes, sans vous imposer une œuvre ou une autre, et j'espère qu'avec ça vous allez découvrir de nouvelles œuvres. Donc on va commencer par le début du début, c'est-à-dire, c'est quoi l'art ? Alors n'ayez pas peur en voyant cette question, je ne vais pas vous déballer un cours de philo à ce sujet. Alors pourquoi cette question est-elle importante et pourquoi il faut commencer par là ? Eh bien parce qu'il n'y a pas de réponse. Ah parce qu'après la facecam, c'est les phrases écrites qui vont commenter ce que je dirais. Bon, on fera avec ma schizophrénie, hein. Pour en revenir, oui ça démarre mal, je vous dis qu'il n'y a pas de réponse. Et c'est vrai, la personne qui dit « Oui mais l'art c'est ça, voilà » est débile. Franchement, l'art, il n'y a pas de définition réelle. Alors si vous restez au sens littéral du terme, évidemment, il y en a une. On parle alors de peinture, de dessin, de sculpture, de montage, de cinéma, de théâtre, de musique, de littérature, enfin tous les domaines dits artistiques qui veulent exprimer quelque chose personnel à l'artiste, donc sa propre vision du monde de manière générale, et de véhiculer cette dernière au spectateur. C'est donc pas du tout objectif comme pour les sciences. Et c'est bien le problème à la définition de l'art et pourquoi s'emmènent des débats. C'est totalement subjectif. Et sur des centaines et des centaines d'années, on ne peut pas définir l'art alors que celui-ci est passé de ça à ça. L'art, c'est surtout un ressenti que quelqu'un doit avoir en voyant une œuvre, quelque chose qui lui parle. Donc oui, vous n'êtes pas obligé d'aimer la Joconde si elle ne vous fait aucun effet sous prétexte qu'elle est un chef-d'œuvre. Si tel est le cas, ça s'appelle du snobisme. Donc après être passé rapidement sur le problème que soulève cette question, et oui c'est une redondance et je t'emmerde, on va passer à quelque chose de plus concret. En revanche, si cette question plus philosophique vous plaît, vous pouvez aller voir l'épisode de Doxa à ce sujet qui le traite très bien. Donc maintenant, on va parler de la définition de l'art en ce qu'elle est dans l'histoire, donc de l'histoire de l'art en Europe. Oui, je sais, vous êtes heureux. Bon, on va s'arrêter à l'Europe car si je m'étends au monde entier, je ne vais pas m'en sortir. Mais sachez que je le néglige absolument pas. Je veux juste poser déjà les bases chez nous avant de partir ailleurs. Il en est de même pour l'architecture. Il y a énormément de choses à dire dans ce domaine, mais si je fais ça, la vidéo va durer 1000 ans. Donc je vais m'intéresser aux œuvres d'art visuel, telles que dessin, peinture, sculpture, etc. Bon, dans tous les cas, je reviens à mes bases, qui est l'histoire. Donc, ça va, non ? Donc, quand ça commence l'art ? Mais quoi ? Bah on sait pas. Voilà. On ne peut tout simplement pas savoir car ça remonterait au-delà des traces que je vais évoquer maintenant. Donc qui sait si à l'avenir on va pas en trouver et ça changerait les premières origines qu'on a définies aujourd'hui. Si on s'arrête à ma définition de l'art comme moyen de s'exprimer, il existe dès la préhistoire, il suffit de regarder sur les fameuses grottes de Lascaux. Pour ce qui est des fonctions, on ne sait évidemment pas car ces populations n'écrivaient pas. Les historiens et archéologues pensent à des fonctions rituelles, magiques, symboliques ou d'enseignement, donc des fonctions pratiques qui peuvent quand même être liées à une recherche d'expression ou d'esthétique. Ces peintures murales sont très importantes puisque c'est la première trace dite artistique des hommes préhistoriques, ce qui nous enseigne sur leur vision du monde et comment ils voyaient les choses et les exprimaient. Passons direct à l'Antiquité. Ouais, je suis comme ça moi. Donc la première forme d'art qui va influencer est bien sûr celle de l'Égypte antique qui serait née il y a environ 5000 ans et se baserait sur une régularité géométrique stricte et une observation précise de la nature. Ces œuvres sont trouvables aujourd'hui dans les tombes des rois, puisqu'en Égypte le plus important c'était de préparer sa mort, t'as vu, d'où les grandes pyramides que les pharaons ont eux-mêmes construites. On accompagnait la mort avec ces représentations, mais évidemment aucun vivant ne le voyait. À part s'il reste enfermé, ce qui était un peu con quand même. Vous ne sortirez jamais d'ici, étrangers ! Hein ? Ce tombeau sera votre tombeau!
Sinon, il y a l'art destiné aux souverains, comme Toutankhamon, qui sont représentés pour propager sa politique théocratique. D'où la sculpture de Néfertiti, qui est l'une des mieux conservées aujourd'hui. Puis vient l'art de la Grèce antique, qui a été primordial dans l'art européen et une grande référence pour beaucoup d'artistes. Alors qu'au début, ils suivaient les règles de l'art de l'Égypte antique, il y a une révolution dans ce domaine au 5e siècle avant Jésus-Christ, car les Grecs ne vont plus suivre ces règles en s'affranchissant du portrait, du profil, pour une représentation plus naturaliste, de face, donc plus réelle si vous voulez. Mais attention, les artistes ne sont pas des artistes à cette époque, mais des artisans, et ce sera valable encore au Moyen-Âge. Tiens, parlons du Moyen-Âge justement. Alors ça a été très évolutif. Au début, on a l'art paléochrétien, donc l'art des premiers chrétiens, dans les tout débuts de la chrétienté, logique, après le décret de Constantin en 313 qui autorise cette religion au sein de l'Empire romain. Donc, les lieux de culte. Donc, les chrétiens vont pouvoir se montrer et les basiliques qui étaient jusque-là politiques vont devenir lieux de culte. Ces dernières vont se couvrir de représentations de scènes bibliques, avec par exemple l'utilisation de la mosaïque, ce qui caractérisera l'art byzantin. Oui, alors l'art byzantin, c'est un mot barbare pour désigner la partie orientale de l'Empire romain, après sa division en 478, parce qu'il y avait l'Empire romain d'Occident, donc nous en gros, et l'Empire romain d'Orient, donc l'Empire byzantin. Donc c'est juste ça en fait, calmez-vous. Bon après il y aura l'invasion barbare, donc les peuples du Nord, qui vont venir en Europe et qui va développer la métallurgie et de nouveaux types d'ornements. Il y a aussi l'art celtique lié à cette invasion, donc l'art de l'enluminure qui se développe. Je survole car il y a beaucoup trop de choses à dire. Mais tout ça pour dire que l'art du Moyen-Âge tel que nous le connaissons n'est pas né comme ça, pouf, juste après l'Antiquité romaine, et non des connaissances que nous avons en France notamment nous viennent de beaucoup de cultures, que ce soit byzantine, barbare ou celte. Donc l'art du Moyen-Âge tel que nous le connaissons, il est religieux. À travers les siècles, l'architecture religieuse va beaucoup se développer, de type romane et gothique, entre le 10e et le 15e, 16e siècle, et pour ce qui est des autres productions, les œuvres artistiques se concentrent donc sur la religion, puisque cette dernière était primordiale à l'époque médiévale. Les enluminures se développent dans les livres religieux qui coûtaient extrêmement cher et étaient des produits de luxe. Il y a également les vitraux qui se développent et les objets liés au culte, comme les reliquaires pour contenir des restes présumés de saints ou les sculptures. Tout cela converge vers le même but, c'est-à-dire un rôle cultuel, théologique et cosmologique. Les figures sont en général là seulement pour représenter des scènes, et la méconnaissance de la perspective justifie entre autres les erreurs dans la représentation des personnages. Tout est dans la symbolique, même dans les tableaux, qui ne sont là que pour raconter des scènes bibliques. Il faut savoir aussi que la religion se communiquait beaucoup par le visuel, à cause d'un illettrisme assez fort dans la population. Et si les artistes de cette époque ne véhiculaient pas encore de vision vraiment personnelle, c'est parce qu'ils restaient, une nouvelle fois, artisans. Le seul qui déroge à la règle serait peut-être Jérôme Bosch, qui fera l'objet d'une vidéo. Encore une fois, j'ai fait ici un gros résumé pour 1000 ans d'histoire et ça va être de pire en pire niveau rapidité et le fait de survoler seulement tout ça. Donc on enchaîne avec la Renaissance. Alors cette période s'étend à peu près du 15e au 16e siècle. Oui, je précise que les genres artistiques s'échelonnent car leurs évolutions s'effectuent dans le temps. Donc évidemment, c'est pas un changement soudain en mode « Eh, tiens, on est à la Renaissance !» Pareil au niveau historique, ces dates ne sont que des repères, sinon on s'en sortirait pas. J'ai fini avec cette parenthèse. Donc la Renaissance se caractérise surtout par, au niveau de l'iconographie comme au niveau de l'esthétique, un retour à l'antique, et au niveau technique par le travail de la perspective. Et grande différence avec les autres époques, c'est que le nom de grands artistes tels que Da Vinci, Michel-Ange, Raphaël apparaissent, car les artistes ne sont plus seulement artisans, mais des individus avec une identité propre, voulant s'exprimer à travers leur art. Alors tout ça, c'est bien sûr lié à l'humanisme. Ah, votre copain l'humanisme qu'on vous a fait bouffer en cours. Eh oui, je vais vous en reparler, je sais, vous m'adorez, ne me remerciez pas. Alors ça change quoi en art l'humanisme? Eh bien les sujets religieux, même s'ils restent dominants, vont au-delà de l'aspect symbolique et instructif vis-à-vis des textes, se centrer sur les conséquences sur l'homme. Ce dernier va être traité de manière plus réelle et son rapport avec Dieu sera souligné. L'œuvre la plus fameuse et la plus représentative est la création d'Adam. Oui, vous connaissez cette peinture, photoshopée la plupart du temps, mais en vrai c'est une œuvre présente sur la voûte de la chapelle Sixtine, peinte par Michel-Ange, un artiste humaniste par excellence. Sur cette œuvre, on voit bien Adam, où sa musculature est travaillée, sa position la plus réelle possible, et Dieu qui s'avance vers lui pour lui donner l'élan de la vie. Oui, c'est beau, je sais, ralala. Bon bref, tout ça pour dire que ça, on n'en voyait quand même pratiquement pas au Moyen-Âge. Ici, le rapport entre Dieu et l'homme est clairement établi. Et on peut dire que c'est le point important à retenir dans l'art de la Renaissance. On enchaîne! Dans la suite de la période moderne, oui, la Renaissance est moderne, qui englobe le 16e au 18e siècle, on voit apparaître en France un développement accru de d'autres arts, comme la musique, la danse ou le théâtre. Sinon, il y a plusieurs genres importants qui se développent, les principaux selon moi étant le baroque et le classicisme. Le baroque apparaît juste après la Renaissance et se caractérise par une importance du mouvement, des enchevêtrements du corps, la profusion de décorations et la grandiloquence des personnages. Les peintres les plus connus dans ce domaine étant Caravage et Rubens. Ce style va se dévier en style rococo au XVIIe siècle dans l'architecture et la mode, où là,
Non, c'est trop, c'est beaucoup trop les mecs. Quant au classicisme qui se développe à peu près au même moment avant de s'imposer par la suite, c'est juste l'inverse. On voit d'ailleurs dans les peintures de Nicolas Poussin. Tu as osé. On retourne donc à des personnages statiques, figés, dans des décors et des costumes à l'antique. Tiens, pour vous montrer un peu, voilà 2 tableaux. Le premier baroque et de Rubens, c'est l'enlèvement des filles de Leucippe. Les corps sont dans des positions en mouvement, tout comme les chevaux. Les corps féminins sont représentés en chair, avec leurs défauts donc, et le tout est mené dans une composition en spirale. Prenons un autre exemple classique d'un tableau de Nicolas Poussin comme comparaison, l'enlèvement des Sabines. Alors il faut voir ici un nouvel enlèvement, et contrairement à Rubens qui montrait l'anarchie et le désespoir des femmes, regardez comme ils sont mignons ici, tous bien habillés, avec leurs petites taches colorées, laissant bien en état les beaux bâtiments antiques en arrière-plan, les femmes toujours bien coiffées en toutes circonstances, même pendant leur enlèvement. Remarquez quand même l'expression de leur visage qui fait penser aux masques théâtraux antiques, ce qui prouve qu'en dehors du décor et des costumes, il y a un retour à l'antique, même dans les émotions. Ce genre du classicisme va continuer au XIXe siècle avec l'école de l'académisme et le peintre Ingres qui sera le représentant de ce mouvement. C'est l'occasion de parler de la période contemporaine et là, il va falloir enchaîner très vite. Alors, en parallèle à l'académisme, beaucoup d'artistes vont s'affranchir de cette rigueur monotone en brisant les codes. Les romantiques par exemple, avec Delacroix en l'occurrence, qui contrairement au visage que doivent avoir des bons hommes de toutes circonstances, n'est-ce pas, et surtout le mouvement se basant sur l'expression des sentiments, que ce soit des personnages et ou de l'artiste. Il y a également un rapport important à la nature. Dans le radeau de la Méduse de Delacroix, on a ces éléments. Le sentiment de désespoir chez les naufragés, les corps meurtris et la nature les ayant vaincus, c'est-à-dire la mer. Bon, donc retenez que romantique égale sentiment et nature. Voilà. Il y a également l'impressionnisme qui va naître, qui, comme son nom l'indique, va représenter les images sous forme d'impression, donc de touches de peinture nuancées dans les couleurs. C'est ce que l'artiste veut représenter dans son impression du monde, dans son ressenti du monde, et non dans son regard littéral de ce dernier. Il y a l'importance des couleurs et de la lumière, d'où le choix primordial de la nature. À l'inverse, le réalisme va, comme son nom l'indique, représenter le monde dans son côté le plus réaliste. Chaque détail, même pas très beau, va avoir son importance et chaque détail sera représenté littéralement avec ses défauts comme ses qualités, et c'est surtout les sujets traités qui vont être changés. La vie paysanne et la nature campagnarde sont des sujets souvent utilisés chez les réalistes, défiant les sujets dits classiques de la peinture puisque ce monde n'est pas représenté habituellement. Donc on peut avoir ça, par exemple, une vache au milieu des arbres. Bon, la vache on s'en fout un peu, mais avouez que niveau feuilles des arbres, il y a du niveau. Ouais, il devait s'éclater. Et il y a aussi la photographie qui va se développer, défiant ainsi la peinture, surtout du mouvement réaliste, mais je vais pas m'étendre à ce sujet, puisque je vais sûrement en parler dans une autre vidéo. Au début du XXe siècle, il y a une nouvelle brisure des codes, avec l'apparition de l'art abstrait, qui est une véritable révolution picturale, puisque c'est le premier mouvement à ne rien présenter de la réalité, et veut faire abstraction de toute image concrète. On aime ou on n'aime pas, hein. En tout cas, Kandinsky, il aime bien, vu que c'est lui qui l'a créé dans les années 10. Puis, il y a le fameux cubisme, avec Picasso, consistant, vous le voyez bien, à démembrer en quelque sorte les proportions, les couleurs et les formes, pour représenter l'espace en 2 dimensions. Et oui, tout le monde se fait chier à être le plus réaliste possible, à représenter le monde en 3 dimensions, avec la photo et le cinéma, qui encore une fois seront développés ultérieurement, et lui, bah il veut pas. Voilà. Ces 2 mouvements ne veulent donc pas représenter un objet, mais ce que l'artiste en voit. Ouais, ça a l'air compliqué, mais en vrai c'est simple, c'est juste la vision de l'artiste poussée à l'extrême. Voilà. Il y a également le mouvement Dada qui apparaît, et est un mouvement assez drôle qui transgresse totalement les règles. Il veut se moquer de l'art snob de l'époque qui s'émerveille devant tout. Donc quand vous voyez la fontaine de Duchamp, c'est pas une œuvre d'art, c'est lui qui en fait une œuvre d'art, pour prouver que tout est une œuvre d'art à cette époque, même un bidet. Ou le célèbre Elle a chaud au cul, qui est du génie niveau blague. C'est des rigolos les Dada, c'est vrai. Mais ils veulent surtout révéler l'absurdité de l'art et du monde perdu après la Première Guerre mondiale. Donc ça c'est moins drôle, quand même. En dérivation, ce mouvement va se développer à partir des années 30, le mouvement surréaliste. Alors le surréalisme, c'est le truc que personne comprend. T'as des éléphants, des formes bizarres, des paysages étranges, des femmes à poil, bref, c'est quoi ce bordel? Bah ce bordel, c'est en fait peindre les rêves, et avouez que les rêves sont rarement cohérents. Mais en plus de peindre les rêves tout simplement, il veut surtout les peindre selon les analyses psychanalytiques de Freud, qui tentent au même moment d'expliquer ce qui apparaît dans les rêves ont une signification et révèlent ce qu'on veut vraiment dans notre inconscient. Dali est le peintre le plus connu dans le domaine surréaliste, mais il y en a d'autres comme Ernst ou Magritte, et pas seulement en peinture, mais aussi en photo, collage, dessin, écriture et cinéma. Ouais, y a ce qu'il faut. Encore une fois, j'en parlerai un jour dans une vidéo. Par la suite, il y a encore d'autres mouvements artistiques, comme le pop art d'Andy Warhol, jouant sur les lignes et les couleurs, ayant eu un grand succès dans les années 60-70, et même dans sa généralisation, puisque le pop art n'est pas seulement Andy Warhol, mais tout un mouvement s'appropriant les nouvelles technologies à cette époque.
Ensuite, les graffitis vont être reconsidérés et l'art de la rue entre dans les domaines artistiques à partir des années 70-80. On voit des artistes comme Banksy par exemple, qui sont des artistes voulant s'affirmer l'identité et la dénonciation d'un monde ou un message en rapport à celui-ci, et ce, à la vue de tous, et intégré dans ce fameux monde, puisque ces œuvres sont sur des murs. La preuve de l'importance du street art se trouve sur le mur de Berlin, puisque peindre sur le mur a été un moyen de le combattre jusqu'à sa chute. Au XXe siècle, on est donc plus axé sur un art de dénonciation servant au combat et délivrant un message fort, luttant contre le système établi. Parce que je sais pas si vous le savez, mais à part si vous vivez dans une grotte, il y a eu un gars pas très sympa qui s'appelait Hitler et une guerre au Vietnam, et entre Israël et la Palestine, donc il y a eu des génocides, des morts, ainsi que des crises économiques sympatoches. Aujourd'hui, l'art ne peut être défini, car on est en plein dedans, et peut-être qu'avec du recul, on pourra lui apporter une définition. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne doit plus être beau, mais doit apporter une expérience au spectateur à travers des installations. Bon, tout cela est encore plus relatif, et cela mélangé au marché de l'art qui est florissant aujourd'hui, tout et n'importe quoi peut être œuvre d'art. Mais encore une fois, j'aborderai ce problème dans une autre vidéo. En attendant, voilà ce que j'ai pu vous présenter de l'art de la préhistoire à nos jours. Oui, c'est long, oui, j'ai survolé, mais j'ai voulu vous donner quelques repères avant d'entrer dans le vif du sujet. Je voulais juste vous dire que l'art n'a pas de définition propre, car comme vous pouvez le voir, il a beaucoup changé à travers les années. Chacun en fait sa propre définition, puisque votre sensibilité sera réceptive à un type artistique et non à un autre. Puis l'art, c'est pas seulement les tableaux, même si j'aborde que ça, parce qu'il y a aussi le cinéma, la photo, les graffitis, la danse, le théâtre. Donc oui, on aime tous l'art en quelque sorte, car c'est le seul domaine dans lequel on pourrait se retrouver et comprendre des messages qui nous correspondent. Sans tout aborder dans cette émission, car large c'est large, je veux juste vous réconcilier avec, car l'art, c'est pas si compliqué. Ouais, ce titre est merdique, mais au moins, je le replace facilement. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo, même si elle a été longue, vous aura plu. J'espère que tout cela a été assez clair, même si, comme je vous le dis, elle a été extrêmement longue. Et j'ai juste essayé de vous faire une espèce de rétrospective de l'art en général. Parce que je vais vraiment entrer dans le vif des sujets dans les prochaines vidéos. Me concentrer sur une période, me concentrer sur certains artistes que pas beaucoup de gens connaissent. Comme ça, peut-être que ça vous permettra d'avoir un autre regard sur l'art et pas quelque chose de seulement snob et intellectuel. Donc... si vous êtes allé jusqu'à la fin de cette vidéo, bravo à vous, car je voulais juste vous dire que je serai présente à la Art to Play du 21 au 22 novembre de cette année, donc à peu près dans une semaine. Alors non, j'aurai pas un stand, ça c'est sûr, mais voilà, je veux juste vous dire que j'y serai en tant que visiteuse, voilà. Je serai pas en mode normal, je serai en mode Harley Quinn, en ce mode-là. Oui, c'est un cosplay un peu fait à l'arrache, mais je l'assume totalement. Et bien sûr, voilà, je vous dis juste, si vous me croisez, vous pouvez venir me voir. Voilà, je suis pas la plus célèbre des youtubeuses, mais si je pouvais croiser certaines personnes dans mes abonnés, je serais très contente, parce que j'aimerais bien dire bonjour à des gens. Voilà, parce que c'est bien joli de vous voir en commentaire, mais j'aimerais bien voir certaines de vos têtes. Donc si vous habitez à Nantes ou si vous allez tout simplement à Art to Play, n'hésitez pas, si vous me voyez avec cette gueule-là, venez me voir. Voilà, donc encore une fois, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais l'achever maintenant parce que j'ai jamais fait de vidéo aussi longue. Et je vous retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!